9 h sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal. Un seul titre à la une de cette édition. Grand focus dans cette édition sur le discours adressé hier par Sa Majesté le roi Mohammed VI à la nation à l'occasion du 23e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Discours royal qui dresse un bilan d'étape des principales réformes engagées par le royaume sur le plan socio-économique et qui constitue également un appel à la poursuite de cette dynamique par la concertation des efforts des différentes composantes de la nation. Dans cette édition, le texte intégral en langue française de ce discours et un décryptage avec notre invité ce soir. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé hier soir un discours à la nation à l'occasion du 23e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. La traduction intégrale du discours royal avec Mohamed Eitlishkar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Shabi al-Aziz. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Cher peuple, la glorieuse fête du trône est toujours célébrée dans un esprit de renouvellement du pacte d'allégeance mutuelle qui unit le trône et le peuple. En cette année particulière, elle coïncide avec l'avènement du nouvel an de l'Hégire. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir gratifiés d'une si forte symbiose qui transcende les vicissitudes de l'histoire et nous maintient indéfectiblement soudés dans les heurts comme dans les malheurs. Les Marocains fêtent cet anniversaire si cher à leur cœur dans un contexte agité où la crise due à la pandémie Covid-19 et les transformations de l'environnement international continuent à se répercuter sur l'économie nationale et mondiale. À l'évidence, nous ne pourrons relever les défis internes et externes que si nous allions esprit d'initiative et résilience. Il nous sera ainsi possible de consolider la stabilité sociale, d'améliorer la condition de la femme et de la famille, de renforcer les capacités de l'économie nationale. Cher peuple, notre ambition est de poursuivre l'édification d'un Maroc avancé et fort de sa dignité. Aussi est-il indispensable que tous les Marocains, hommes et femmes, prennent une part active à la dynamique de développement. C'est pourquoi nous insistons, une fois encore, sur la nécessité que la femme marocaine apporte son plein concours dans tous les domaines. De fait, depuis notre accession au trône, nous avons veillé à la promotion de la condition de la femme, en lui offrant toutes les possibilités d'épanouissement et en lui accordant la place qui lui revient de droit. Ainsi, parmi les réformes majeures engagées sous notre impulsion,
figure la promulgation du Code de la famille et l'adoption de la Constitution de 2011 qui consacre l'égalité hommes-femmes en droits et en obligations et par conséquent érige le principe de parité en objectif que l'État doit chercher à atteindre. L'esprit de la réforme ne consiste pas à octroyer à la femme des privilèges gracieux, mais bien plus précisément à lui assurer la pleine jouissance des droits légitimes que lui confère la loi. Dans le Maroc d'aujourd'hui, il n'est en effet plus possible qu'elle en soit privée. À cet égard, nous appelons à l'opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme. Et nous demandons que soient mis à jour les dispositifs et les législations nationales dédiées à la promotion de ces droits. Dans un premier temps, le Code de la famille a représenté un véritable bond en avant. Désormais, il ne suffit plus en tant que tel. L'expérience a en effet mis en évidence certains obstacles qui empêchent de parfaire la réforme initiée et d'atteindre les objectifs escomptés. Au nombre de ces écueils figure l'application incorrecte du Code, en raison de divers facteurs sociologiques. L'un d'eux tient notamment à la propension tenace d'une catégorie de fonctionnaires et d'hommes de justice à considérer que le Code est réservé aux femmes. La réalité est autre. Le Code n'est spécifique ni aux hommes ni aux femmes, il est dédié à la famille entière. Fondé sur la notion d'équilibre, il donne aux hommes et aux femmes les droits qui leur échoient respectivement et il tient compte de l'intérêt des enfants. Aussi, nous soulignons la nécessité que tous, unanimement, s'attachent à l'application pleine et judicieuse des dispositions légales du Code. Il convient aussi de dépasser les défaillances et les aspects négatifs révélés par l'expérience menée sur le terrain et, le cas échéant, de refondre certaines dispositions qui ont été détournées de leur destination première. En qualité d'Amir al-Mu'minin, et comme je l'ai affirmé en 2003 dans le discours de présentation du Code devant le Parlement, je ne peux autoriser ce que Dieu a prohibé, ni interdire ce que le Très-Haut a autorisé, en particulier sur les points encadrés par des textes coraniques formels. À cet égard, nous nous attachons à ce que cet élan réformateur soit mené en parfaite concordance avec les desseins ultimes de la loi islamique, la charia, et les spécificités de la société marocaine. Nous veillons aussi à ce qu'il soit empreint de modération, d'ouverture d'esprit dans l'interprétation des textes, de volonté de concertation et de dialogue, et qu'il puisse compter sur le concours de l'ensemble des institutions et des acteurs concernés. Dans le même cadre, nous appelons à ce que les tribunaux de la famille soient généralisés à l'échelle des régions du pays, qu'ils soient dotés de ressources humaines qualifiées et que leur soient affectés les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement efficace de leur mission. Par ailleurs, rappelons une vérité essentielle. Quand les femmes accèdent pleinement à leurs droits, elles ne portent aucun préjudice aux hommes, pas plus qu'elles ne se font tort. De fait, la condition sine qua non pour que le Maroc continue de progresser est qu'elles occupent la place qui leur échoit et qu'elles apportent leur concours efficient à toutes les filières de développement. Cher peuple, ainsi que tu le sais, le contexte général de ces dernières années a été marqué par les effets de la crise de la Covid, qui se sont fait sentir dans tous les secteurs économiques et sociaux. Par ailleurs, de larges franges de la population, notamment pauvres ou en situation de précarité, ont été fortement touchées socialement et économiquement. Mais par la grâce de Dieu, et à la faveur d'efforts conjoints des citoyens et des autorités, nous avons surmonté cette conjoncture difficile par une gestion singulière. En effet, au prix d'un effort considérable, l'État a supporté le coût exorbitant de la lutte contre la pandémie, en accordant des aides matérielles directes aux familles nécessiteuses et en apportant du soutien au secteur touché. Il a également assuré un approvisionnement régulier et suffisant en denrées de première nécessité dans toutes les régions du pays. Nonobstant le coût
Onéreux du vaccin, le Maroc a été, de l'avis de tous, l'un des premiers pays à prendre la judicieuse initiative de se le procurer et de le mettre gratuitement à la disposition des citoyens et des étrangers résidant au Maroc. Dans le même contexte, nous avons entrepris la mise en œuvre du grand projet de généralisation de la protection sociale et de mise à niveau du système de santé. Nous avons également lancé plusieurs projets qui visent à atteindre la souveraineté sanitaire et à assurer la sécurité et la sûreté des citoyens. Ainsi, en moins d'une année, le nombre des travailleurs non salariés et l'effectif de leurs familles bénéficiant de l'assurance maladie obligatoire ont franchi la barre des 6 millions d'adhérents. De plus, à la fin de l'année en cours, le chantier de la couverture sanitaire obligatoire sera parachevé, s'élargissant aux bénéficiaires du RAMED. Par ailleurs, à la fin de 2023 et avec l'aide de Dieu, nous sommes résolus à mettre en œuvre le projet de généralisation graduelle des allocations familiales, conformément au planning arrêté. Ce projet solidaire d'intérêt national bénéficiera à environ 7 millions d'enfants, en particulier à ceux qui appartiennent à des familles pauvres ou en situation de précarité, et à 3 millions de ménages n'ayant pas d'enfants en âge de scolarité. À cette fin, nous appelons à l'opérationnalisation diligente du registre social unifié, considéré comme le principal mécanisme pour l'octroi d'un soutien efficace. وحقق نتائج إيجابية في مختلف القطاعات الإنتاجية. Cher peuple, les efforts concertés de l'État et des secteurs publics et privés ont permis à l'économie nationale de résister aux crises et aux soubresauts et de réaliser ainsi des résultats concluants dans les différentes filières de production. Mais cette embellie a été éphémère en raison de la conjoncture internationale. Outre une modeste campagne agricole, des facteurs exogènes ont entraîné une envolée des prix de certains produits de première nécessité. C'est d'ailleurs un problème auquel aucun pays n'a échappé. Conscient des retombées de cette situation sur les conditions de vie de nombreux groupes de citoyens, nous avons lancé un programme national pour atténuer l'impact de la sécheresse sur les agriculteurs et sur la population rurale. Nous avons également orienté le gouvernement pour qu'il alloue des crédits importants à la subvention de certains produits de base et pour qu'il assure l'approvisionnement des marchés en ces produits. C'est bien peu au regard de ce que méritent vraiment les Marocains. Dans ce cadre, le budget alloué en 2022 à la caisse de compensation a été doublé, excédant ainsi les 32 milliards de dirhams. Parallèlement, nous appelons à la consolidation des mécanismes de solidarité nationale, à la lutte déterminée et responsable contre la spéculation et la manipulation des prix. En dépit d'une conjoncture internationale fluctuante, nous devons néanmoins rester optimistes et nous focaliser sur nos atouts. Nous devons aussi tirer le meilleur parti des opportunités et des perspectives ouvertes par ces mutations pour drainer plus d'investissements, stimuler les exportations, promouvoir le produit national. À cet égard, nous engageons le gouvernement ainsi que les sphères politiques et économiques à offrir plus de facilité aux investissements étrangers qui, en cette conjoncture internationale, choisissent notre pays en éliminant tout obstacle qu'ils peuvent rencontrer. De fait, le plus grand péril pour le développement du pays et pour la promotion des investissements réside dans les entraves dressées à dessein par certains pour préserver leurs propres intérêts et réaliser des profits personnels. Ces agissements doivent être combattus. لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصودة التي يهدف أصحابها تحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة وهو ما يجب محاربته. شعبي العزيز. Cher peuple, notre ferme engagement à améliorer la situation socio-économique de notre pays n'a d'égal que notre souci constant de gérer les priorités qui sont les siennes au niveau régional et international. À ce propos, je souligne une fois de plus que les frontières qui séparent le peuple marocain et le peuple algérien frère ne seront jamais des barrières empêchant leur interaction et leur entente. Notre souhait est que ces frontières se muent en passerelles, permettant au Maroc et à l'Algérie d'accéder à un avenir meilleur et d'offrir un bel exemple de concorde aux autres peuples maghrébins.
À cette occasion, j'exhorte les Marocains à préserver l'esprit de fraternité, de solidarité et de bon voisinage qui les anime à l'égard de nos frères algériens. D'ailleurs, nous assurons ces derniers qu'en toutes circonstances, le Maroc et les Marocains se tiendront toujours à leur côté. Les allégations selon lesquelles les Marocains insulteraient l'Algérie et les Algériens sont le fait d'individus irresponsables qui s'évertuent à semer la zizanie entre les deux peuples frères. Ces médisances sur les relations maroco-algériennes sont totalement insensées et sincèrement concernantes. En ce qui nous concerne, jamais nous n'avons permis ni ne permettrons à quiconque de porter atteinte à nos frères et voisins. Par ailleurs, nous assurons le peuple marocain de notre ferme volonté de trouver une issue à la situation actuelle et de favoriser le rapprochement, la communication et la compréhension entre les deux peuples. Nous aspirons à œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l'Algérie puissent travailler main dans la main à l'établissement de relations normales entre deux peuples frères, unis par l'histoire, les attaches humaines et la communauté de destin. Chers peuples, l'histoire du Maroc abonde en leçons et en réalisations, confirmant que nous avons toujours surmonté les épreuves, à la faveur de l'indéfectible symbiose qui unit le trône et le peuple, et des efforts consentis par les Marocains, épris de liberté. Aujourd'hui, je tiens, cher peuple, à t'adresser mes remerciements et l'expression de ma considération pour ton patriotisme immuable, ton souci constant de préserver la sécurité nationale et l'intégrité territoriale de ton pays, et ton engagement à défendre ses valeurs et ses symboles sacrés. Cette glorieuse célébration est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage aux forces armées royales, à la gendarmerie royale, à la sûreté nationale, aux forces auxiliaires et à la protection civile, toutes composantes confondues pour leur mobilisation constante sous notre commandement à défendre l'unité nationale et préserver la sécurité et la stabilité du pays. À cet égard, nous saluons avec déférence la mémoire immaculée des valeureux martyrs de la nation, au premier rang desquels notre auguste grand-père, feu Sa Majesté le roi Mohammed V, et notre illustre père, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu les ait en sa sainte miséricorde. Pour conclure, il n'y a rien de mieux que des versets du Saint-Coran où Dieu décrète « Certes, avec la peine vient le soulagement. Oui, avec la peine vient le soulagement. Quand tu auras accompli tes devoirs terrestres, lève-toi pour la prière et recherche ton Seigneur avec empressement. » Véridique est la parole de Dieu. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a également reçu hier au palais royal de Rabat Wali Bank el-Maghrib. Abdeltef Jouahri a présenté au souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2021. Les développements avec Boubkar Ben Rablet. Bismillahirrahmanirrahim. Dans son allocution devant Sa Majesté le Roi,
M. Jouairi a indiqué que malgré une conjoncture internationale difficile, l'économie nationale a pu réaliser une performance remarquable en 2021 avec une croissance de 7,9%, et ce, grâce à la campagne de vaccination qui a connu un progrès exceptionnel et au programme de relance économique lancé par le souverain, en plus du maintien des stimulus monétaires et budgétaires et des conditions climatiques favorables. Ce rebond de l'économie nationale a engendré une nette hausse des recettes fiscales, contribuant ainsi à réduire le déficit budgétaire à 5,9% du PIB, alors que la reprise sur le marché du travail n'a été que partielle. Les échanges extérieurs ont enregistré une amélioration remarquable et les transferts des Marocains résidant à l'étranger ont atteint un niveau record de 93,7 milliards de dirhams, permettant ainsi de contenir le déficit du compte courant à 2,3% du PIB. Les avoirs officiels de réserve de Banque El Maghrib se sont ainsi établis à l'équivalent de 6 mois d'importation. Pour sa part, l'inflation est ressortie à 1,4% au lieu de 0,7% une année auparavant, sous l'effet essentiellement des pressions d'origine externe. Dans ce contexte, et pour soutenir la reprise de l'économie, M. Jouairi a précisé que Banque El Maghrib a maintenu l'orientation accommodante de sa politique monétaire et a reconduit les mesures mises en place en 2020 dans le cadre de la réponse à la crise, contribuant ainsi à la poursuite de la tendance baissière des taux d'intérêt et au maintien du rythme relativement soutenu du crédit bancaire. Sur le marché de change, alors que le cours du dirham est resté à l'intérieur de la bande de fluctuation, la banque a poursuivi ses efforts visant à sensibiliser les acteurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises, au risque de change. Grâce à une mobilisation exceptionnelle sous le leadership de Sa Majesté le Roi, le Maroc a réussi à résister à la crise et à assurer un retour sans heurts à la normalité de l'activité économique et sociale. Cela a permis de rehausser la confiance et de redonner l'espoir de retrouver, voire dépasser les performances économiques et sociales d'avant-crise, a précisé Wali Banque El Maghrib. Toutefois, alors que le monde s'apprêtait à entrer dans l'ère post-Covid, le déclenchement de la guerre en Ukraine a accentué les perturbations du commerce mondial et la flambée des prix et a engendré une détérioration des perspectives économiques, une intensification des incertitudes qui les entourent. Face à un tel environnement international, il est impératif que les autorités publiques donnent la visibilité nécessaire pour redynamiser l'investissement privé et renforcer l'adhésion à l'action publique. Celle-ci requiert plus de transparence dans le processus de décision, une communication claire sur les choix opérés et des évaluations régulières et objectives de leur mise en œuvre. Toutefois, pour de nombreux chantiers en cours, ces prérequis ne sont pas suffisamment pris en compte. Le cas de la réforme de l'éducation en est un exemple édifiant. Sa mise en œuvre connaît plusieurs changements, ce qui peut nuire à la mobilisation nécessaire pour la concrétisation de ces ambitieux objectifs. Sur un autre registre, M. Jouairi indiquait que le chantier de la généralisation de la protection sociale, lancé par Sa Majesté le Roi, est cité aujourd'hui en exemple par les institutions et les partenaires internationaux. Pour sa réussite et sa finalisation dans les délais prévus, il est indispensable de mener à bien les projets parallèles qui devraient permettre de mobiliser une partie des ressources nécessaires, telles que l'achèvement de la réforme du système de compensation et la mise en œuvre du registre social unifié. En outre, la réforme des régimes de retraite est encore partielle et incomplète, alors que les équilibres financiers de certains d'entre eux connaissent une détérioration inquiétante. À cet égard, il a spécifié que des marges potentielles résideraient également au niveau de plusieurs projets que Sa Majesté le Roi a initiés. Il s'agit en particulier de la refonte du secteur des entreprises et établissements publics pour une plus grande efficience et une meilleure contribution à la dynamisation de l'investissement et de l'opérationnalisation du Fonds Mohamed VI pour l'investissement, qui permettrait parallèlement à l'adoption du projet de la charte d'investissement d'espérer un nouveau souffle pour le tissu productif national qui en a tant besoin. Par ailleurs, et compte tenu des conséquences palpables du changement climatique, Wali Banque El Maghrib a plaidé pour un changement de paradigme en matière d'élaboration des politiques de lutte contre ce phénomène,
Il conviendrait ainsi, selon lui, d'opter pour une approche holistique et surtout ferme pour renforcer la prise en compte des exigences climatiques comme une constante fondamentale de toute action publique ou privée. M. Jouahri a souligné que le monde s'apprête à entrer dans une nouvelle ère marquée par des changements profonds de paradigme que les crises successives ont enclenchés ou accélérés. Face à cet environnement difficile, il a rappelé que les véritables atouts du Maroc restent ses constantes nationales et son capital humain. Il est donc impératif que toutes les parties prenantes et les forces vives du Maroc se mobilisent derrière Sa Majesté le Roi dans un élan et un esprit où l'intérêt national prime sur toute considération personnelle, catégorielle ou partisane, et ce, en vue de la concrétisation tant attendue de l'ambition de hisser le royaume au rang des pays émergents. M. Abdelatif Jouahri a, à cette occasion, remis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2021. Toujours hier, 30 juillet, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, a reçu au Palais Royal de Rabat le général de corps d'armée, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone sud. Lors de cette audience, l'inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone sud a soumis à la haute appréciation royale les conclusions et les résultats des travaux de la commission d'avancement du personnel officier et non-officiers des Forces armées royales. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des Forces armées royales. Il a également exprimé à Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, sa profonde gratitude et sa grande fierté pour les marques de sollicitude et les hautes orientations et instructions royales qui ont inspiré et conduit le travail de l'avancement durant toutes ces phases. Le souverain a approuvé le tableau d'avancement du personnel des Forces armées royales, pourtant nominé au grade supérieur au titre de l'année 2022. Nominations qui interviennent chaque année à l'occasion de la commémoration de la glorieuse fête du trône et qui s'inscrivent dans le cadre de l'avancement normal du personnel relevant des différentes composantes des Forces armées royales, terre, air, marine et gendarmerie royale. Revenons à présent sur les grands axes du discours du trône. Le discours royal appelle à l'opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme et demande que soient mis à jour les dispositifs et les législations nationales dédiées à la promotion de ces droits. Sa Majesté le Roi aborde ensuite les effets néfastes de la crise de la Covid-19, des effets qui ont impacté les secteurs économiques et sociaux, tout en rappelant l'effort national et la gestion consistante du moment pandémique, notamment la réussite de la campagne de la vaccination et le soutien matériel direct aux familles nécessiteuses. Le souverain aborde également le chantier de la protection sociale et l'opérationnalisation du registre social unifié avant de réserver tout un axe de son discours aux relations avec l'Algérie. Pour décrypter avec nous ces grands axes du discours royal, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau le professeur Amin Laridi. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes expert international en diplomatie économique et en stratégie de développement. Sa Majesté le Roi appelle d'emblée dans son discours à allier esprit d'initiative et résilience. C'est la phrase qui résume la feuille de route pour le Maroc de demain. Écoutez, excellent choix. Tout d'abord, c'est un discours qui est souverain. Souveraineté avec un très grand S. Parce que quand on prend l'initiative, on ne subit pas. Quand on prend l'initiative, on ne réagit pas. On prend justement de l'initiative, on prend de l'élan, on détermine son propre terrain, détermine sa propre stratégie et ses propres solutions. C'est un discours qui est très puissant, de la puissance de la force des liens entre le trône et entre le peuple, entre Sa Majesté le Roi et les Marocaines et les Marocains. C'est un discours également d'un bel exercice de leadership qui est éclairé, de leadership qui est solutionneur, de leadership connaisseur de la réalité du Maroc, de la réalité des Marocaines et des Marocains. C'est aussi un excellent exercice de communication stratégique qui unit entre la communication urbi et orbi, pour le Maroc et les Marocaines et les Marocains, mais également aussi par rapport à notre entourage, aussi bien direct que international et nos partenaires internationaux. C'est un discours qui réussit un très beau défi, qui est celui de parler à tout le monde, qui est compris par toutes les tranches de la société, mais également un discours avec beaucoup de profondeur et qui ne perd en rien, pas un iota, en termes en fait de toute son envergure, en termes d'ingénierie, de solutionnement. C'est aussi un discours valable au présent, mais également, comme vous le disiez si bien, qui trace en fait une feuille de route des plus claires, qui trace un chemin des plus clairs pour le futur. C'est
un discours noble, réellement, au sens de la noblesse de Sa Majesté, au sens de la noblesse aussi des aspirations, des sentiments que porte Sa Majesté pour son royaume et pour son peuple, et des aspirations de prospérité, de développement pour son peuple et pour son pays. Et justement, on se doit de se poser la question, pour y répondre rapidement, que veulent les Marocains, que voulons-nous en tant que Marocains? Nous voulons la paix, la sécurité, la stabilité, ça va de soi. Nous voulons la dignité, chose très importante pour nous tous Marocains. Nous voulons aussi ce droit d'accès à la prospérité avec le mérite et avec le travail, qui est très important. Mais nous sommes aussi un peuple héréditaire, héritier de 3000 ans d'histoire. Tout ce qui est en fait réussite matérielle ne nous suffit pas. Nous avons besoin de fierté. Nous avons la fierté d'appartenance. Nous avons aussi besoin de contribuer à bâtir la gloire en fait de ce grand Maroc au présent. Et c'est ce que Sa Majesté réussit à faire si bien et de manière si comprise par nous tous Marocains, d'accord, dans son discours, en montrant la voie, celle du respect des Marocaines et des Marocains, et de leur permettre de contribuer à bâtir le Maroc auquel ils aspirent. Vous le disiez, le discours royal reflète la vision stratégique de Sa Majesté le Roi, tant au plan social que sociétal, pour que la femme puisse prendre une part active à la dynamique de développement. C'est un appel à franchir une nouvelle phase dans l'implémentation correcte du Code de la famille. C'est un droit et c'est une mobilisation. Et ils partent toutes les deux ensemble. Parlons de la femme avec un grand F et parlons aussi de la famille, parce que Sa Majesté les alliés et à juste valeur. Déjà, donner son droit à la femme n'est pas un choix, c'est une obligation qu'on se doit d'avoir pour marcher la main dans la main, pour bâtir la main dans la main, femmes et hommes compris. Ça, c'est d'une part. D'un point de vue politique, d'un point de vue économique et social, c'est un ajout immédiat et durable également pour le Royaume du Maroc. D'un point de vue politique, c'est un enrichissement de la classe politique, avec des élites qui le méritent, avec des femmes qui ont de l'expertise, avec des femmes qui ont le savoir, qui ont l'ambition, qui ont aussi les valeurs et le patriotisme. Et la scène politique, on en a besoin et on en aura toujours besoin. Sur le plan de vue économique, là, c'est la libération d'un gisement, c'est la libération en fait d'un gisement de développement qui est énorme. Et je ne parle même pas des opportunités de création d'emplois. Prenons en fait un cas qui est réel et qui est concret, qui est celui de l'entrepreneuriat. Nous avons, bon an, mal an, 600 000 entreprises au Maroc, pour arrondir les chiffres. 600 000 entreprises, comprenant les grandes entreprises, les PME, les TPE et les micro-entreprises. D'accord? Sans compter bien sûr les auto-entrepreneurs et les coopératives. De ces 600 000, d'un point de vue patrimonial, il y a moins de 20%, d'accord, qui appartiennent à des femmes. Donc ça veut dire 120 000 entreprises. Assurer, en fait, libérer ce gisement, ça ne veut pas dire, en fait, prendre de chez l'homme pour donner à la femme, mais au contraire, c'est permettre à l'homme, qui aujourd'hui représente est propriétaire de 480 000 entreprises, en fait, au Maroc, de continuer à prospérer avec une moyenne de 5%, voire même plus, et annuellement, et ce à quoi on aspire, mais en même temps, permettre aux femmes de créer plus d'entreprises, de passer de 120 000 à 480 000, c'est 360 000 entreprises. En plus, si je fais les maths, entre 2 et 3 emplois par entreprise, c'est entre 720 000 et 1 80 000 emplois de créer. Créer où? Dans le rural, créer où? Dans les petites villes, créer où? Là où il y a des gisements réels de croissance. Et la femme, elle est connue pour avoir une stratégie de niche adaptée à son environnement, avec un métier, avec de la qualité. Et ça ne peut en fait contribuer qu'à plus d'enrichissement de la société et à plus en fait de création d'emplois. En parlant justement d'économie, le discours royal comporte également une forte teneur économique. Sa Majesté le Roi a dressé un diagnostic complet du contexte économique actuel, une conjoncture difficile, marquée notamment par les effets de la crise sanitaire, des circonstances inédites que le Royaume a surmontées en accordant des aides matérielles directes aux familles nécessiteuses. Silaridi, c'est révélateur d'une ambition bien concrète du souverain à œuvrer inlassablement pour répondre aux aspirations profondes du peuple. Ça a toujours été le fil d'Ariane, le fil conducteur en fait de tout le règne glorieux de Sa Majesté. D'accord? C'est répondre aux besoins de son peuple, voire même anticiper ses besoins avant même qu'ils ne soient réclamés. Sa Majesté, on a la chance de l'avoir comme souverain et comme roi, connaît les Marocains, connaît leurs besoins, les écoute et est très proche des Marocains. Je reviens juste un point rapide qui est celui de la famille, qui est très important, parce que Sa Majesté n'a pas uniquement parlé de la femme, avec un grand F, il a parlé de la famille comme tissu social, tissu de solidarité, déjà d'une manière qui est plate et horizontale entre différentes personnes d'une même famille qui ont différents niveaux de revenus, de manière aussi inter-âge, c'est-à-dire c'est un moyen aussi de valoriser nos seniors, nos mentors. Je n'aime pas le terme en fait personnes âgées, parce que chez nous en fait nos parents et nos grands-parents sont nos seniors et sont aussi nos patrons de famille. Et c'est une manière de leur garantir la dignité, mais aussi la place qui leur revient. C'est une manière aussi d'assurer à nos jeunes une éducation, une transmission des valeurs marocaines, de la culture marocaine, dans l'ouverture, mais ce patrimoine
patrimoine aussi qui fait de nous que nous sommes des Marocains, qu'on se distingue en fait de notre environnement et qui nous enrichit également. C'est aussi une occasion d'investir dans nos jeunes. Une famille qui est stable, c'est aussi un accès en fait à l'enseignement et donc à une vie qui est meilleure. Et très souvent, aussi bien dans le rural, dans l'agriculture, dans la pêche ou dans l'artisanat, c'est un mécanisme de transmission de métiers, c'est un mécanisme de transmission aussi et de création d'emplois. Ça, c'est quelque chose de très important. Deux leviers majeurs que Sa Majesté a mis en valeur en fait dans son discours et qui sont justement des menaces et que Sa Majesté a réussi déjà à les mettre sur les rails comme des locomotives de développement. D'une part, tout ce qui est sécurité alimentaire et d'autre part tout ce qui est sécurité médicale et sanitaire. Sécurité sanitaire avec deux projets qui sont aujourd'hui une réalité, qui sont des projets concrets, bien ficelés dans les rails et avec un taux de progrès en fait très important, à savoir la sécurité généralisée, sociale et médicale, et à savoir aussi le projet de cluster pharmaceutique et d'industrie pharmaceutique. Et dessus, c'est le volet en fait sécurité sanitaire où le Maroc a un rôle à jouer en interne. Il a très bien joué pendant le Covid. Nous étions l'un des rares pays à ne pas avoir eu de rupture des chaînes de valeur agroalimentaires et des chaînes de valeur tout court en général. Et en même temps, à l'échelle internationale, dans l'échelle régionale, contribuant ainsi à transformer une menace en opportunité. Et c'est tout le génie en fait de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Un discours porteur donc d'une ambition royale inclusive au plan social, mais également un message hautement fédérateur, que ce soit au plan externe qu'interne. Sa Majesté, le roi Mohammed VI, a plaidé dans son discours pour un Maroc et une Algérie travaillant main dans la main à l'établissement de relations normales. Iman Ablou. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Chabi al-Aziz. Un appel authentique et renouvelé pour des relations normales entre le Maroc et l'Algérie. Le discours du trône met sous les feux de la rampe la fraternité entre deux peuples unis par l'histoire, les attaches humaines et la communauté de destin. Je souligne une fois de plus que les frontières qui séparent le peuple marocain et le peuple algérien frère ne seront jamais des barrières empêchant leur interaction et leur entente. Notre souhait est que ces frontières se muent en passerelles permettant au Maroc et à l'Algérie d'accéder à un avenir meilleur et d'offrir un bel exemple de concorde aux autres peuples maghrébins. Encore une fois, Sa Majesté le roi plaide pour un Maroc et une Algérie travaillant main dans la main à l'établissement de relations normales, en appelant de ses vœux la préservation de l'esprit de fraternité, de solidarité et de bon voisinage entre les deux pays. Sa Majesté le roi réitère son appel à l'Algérie et aux dirigeants algériens autour des liens historiques en s'attachant aux intérêts des deux peuples par l'établissement de relations normales. Ce n'est pas la première fois que le souverain exprime cette volonté. Il s'agit du 3e ou du 4e discours du trône dans lequel Sa Majesté le roi tend la main aux voisins algériens. L'appel royal souligne également la volonté du Maroc de rejeter tout discours d'hostilité et de confrontation avec le peuple algérien frère. Le Maroc et les Marocains se tiendront toujours à leur côté, soutient le souverain, en affirmant que les allégations selon lesquelles les Marocains insulteraient l'Algérie et les Algériens sont le fait d'individus irresponsables qui s'évertuent à semer la zizanie entre les deux peuples frères. Sa Majesté le roi a lancé des messages forts et clairs quant à la nécessité de libérer le discours populaire, médiatique et politique des éléments hostiles, en invitant plutôt à adopter un discours basé sur ce que nous avons en commun, les liens de religion, d'arabité, de sang, autour desquels s'articulent un héritage et un destin commun. Une nouvelle affirmation royale doublée d'un message fort de l'importance du dialogue et de la nécessité d'inaugurer une nouvelle étape dans des relations séculaires. Une étape basée sur le rapprochement, la communication et l'entente, dans le sillage d'une vision courageuse et clairvoyante de l'avenir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Silardi, la sagesse profonde du souverain est une constante de la politique étrangère du royaume, notamment ce qui concerne le voisin algérien. Un discours donc fort en lucidité et une volonté de raffermir les liens de fraternité maghrébine. Écoutez, en disant sagesse, vous avez tout résumé, madame. Platon disait il y a de cela en fait très longtemps, une très bonne décision ne repose pas que sur les chiffres. Elle repose avant tout sur la sagesse et le savoir. Sa Majesté ici fait preuve de grande sagesse, fait preuve aussi de grande noblesse, avec une main tendue qui est réelle, qui est sincère. À nos frères algériens,
et c'est ainsi que le souverain les a nommés à plusieurs reprises, à l'État algérien, à la présidence algérienne également, pour travailler la main dans la main, en fidélité à la mémoire commune, mais aussi pour relever ensemble, la main dans la main, les défis du présent et du futur, et de donner l'exemple aussi aux pays de la région maghrébine et bien au-delà. C'est un message clair à nos frères algériens, c'est un message aussi de paix, c'est un message aussi apporteur de prospérité une fois attendu, parce que les leviers de croissance sont là, aussi bien commerciaux, économiques, intégration industrielle. Il y a tous les leviers en fait qui sont là pour que le Maghreb se transforme en une locomotive de développement régional, pour répondre aux aspirations des peuples de la région, mais aussi de stabilisation. C'est aussi un message à l'international. C'est le Maroc, pilier de paix, de stabilité et de sécurité. C'est le Maroc aussi qui est partenaire international des grandes puissances sur les grands dossiers. C'est un grand roi qui parle et c'est un grand roi qui a été entendu. Il y a un autre grand volet que le souverain a abordé, c'est celui du chantier de la protection sociale et de mise à niveau du système de santé. 6 millions d'adhérents à l'AMO en moins d'une année. Et pour les bénéficiaires des allocations familiales, c'est 7 millions d'enfants. 3 millions de ménages bénéficiaires de ménages n'ayant pas d'enfants en âge de scolarité bénéficiaires à fin 2023. Et justement, pour un ciblage précis des familles dans le besoin, Sa Majesté le Roi a appelé à l'opérationnalisation du registre social unifié, le RSU, qui sera considéré comme le principal mécanisme pour l'octroi d'un soutien efficace. S'il a dit dans le discours royal, le volet social est très présent. D'ambitieux chantiers lancés sous l'impulsion du souverain, dont celui de la généralisation de la protection sociale, un chantier qui bénéficie d'un suivi constant et continu de la part du souverain. Rigoureux, constant, vous le disiez si bien, et justement cet appel aussi à la bonne gouvernance, parce que l'appel en fait au registre unifié, c'est aussi un appel à la bonne gouvernance, à une cartographie qui est claire de toutes les régions que comporte notre cher pays, les 12 régions du pays, pour avoir la visibilité, pour savoir où investir, où il y a en fait le besoin, mais aussi où il y a un bon retour sur investissement. Sa Majesté ici il fait un double appel en général quand on fait de la stratégie, quand on fait en fait de la gouvernance, il y a deux grandes approches, soit celle en fait ce qu'on appelle l'équilibre de nage, c'est-à-dire on minimise le risque, soit celui en fait de l'opportunisme financier, on essaie de maximiser le retour sur investissement. Notre souverain réussit le très grand défi, et c'est rare ceux qui ont dans l'histoire en fait réussi à le faire, de réunir les deux, c'est-à-dire de minimiser le risque, d'accord, et de maximiser le profit, notamment en couvrant les besoins sociaux de la population avec de nouveaux gisements de croissance. On parle aujourd'hui, rien que pour ce projet en fait titanesque, ce projet royal de la couverture sociale, d'un besoin de 52 milliards de dirhams. D'accord ? Ça veut dire qu'on a tous besoin de se solidariser. La solidarité elle est importante entre les différentes couches de la société, aussi bien de la famille qu'entre les différents niveaux justement le composant de notre société marocaine. Mais c'est aussi un besoin à la créativité, c'est aussi un besoin de régionalisation avancée, parce que c'est un gisement aussi de croissance pour que toutes les régions puissent créer leur propre emploi, leur propre richesse, leur propre valeur dans cette logique d'union nationale. C'est aussi un besoin à tous les Marocains à continuer à jouer leur rôle. Et justement, Sa Majesté ne rend-il pas un hommage particulier à toutes les Marocaines et à tous les Marocains pour leur patriotisme, pour aussi leur persévérance, pour également leur endurance et cet amour qui porte leur pays. Et aujourd'hui, justement, transformons cet amour en une capacité de travail. Il est temps de travailler. Il est temps de travailler, il est temps de travailler encore plus. Beaucoup d'entre nous le font déjà, d'accord, de manière très dévouée. Il est temps en fait d'exercer ce patriotisme, de le transformer en des mécanismes de création de richesse, parce que c'est ainsi qu'on défendra notre pays, c'est ainsi en fait qu'on bâtira notre gloire. M. Amil Laredi, expert international en diplomatie économique et stratégie de développement, merci pour tous ces éclairages. Merci à vous, madame. Un honneur. Et c'est ainsi. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information à 21h avec le journal Raïsia. À bientôt.